Mon obsession de la semaine, c'est le nouveau morceau de la Rosalía, Berghain, et le clip qui l'accompagne. Tout le monde en parle, mais je voulais absolument vous faire une vidéo dessus parce que ce projet incarne tout ce que j'aime dans une œuvre d'art, tout ce qui fait pour moi une bonne œuvre d'art, et puis parce qu'il y a des aspects dont je trouve qu'on ne parle pas assez, et notamment à quel point cette œuvre est féministe. Mais avant de parler de ça, peut-être une petite remise en contexte. Il s'agit du premier extrait de son album qui sort le 7 novembre. Et elle l'a dit, cet album sera profondément imprégné de son éducation catholique et de son désir de transcendance. Alors je doute cependant que les catholiques puritains apprécient beaucoup cet album, et on le comprend avec le nom de ce premier morceau, Berghain, qui est le nom d'un club berlinois. Et pour y avoir été il y a quelques années, je peux témoigner que ce n'est pas vraiment un lieu saint. Ceci dit, c'est un lieu où il est très difficile d'entrer, comme le paradis, et l'extrêmement longue queue qu'il faut faire pour arriver jusqu'à la porte a souvent été comparée à un purgatoire. Et cette vidéo, elle est imprégnée de l'iconographie, de l'imagerie, de la rédemption, de la purification des péchés. Dès les premières images, on le voit, Rosalía rentre chez elle dans ce qui semble être la lumière du matin, et aux côtés de sa porte, on voit une croix et un martinet, deux instruments de torture liés au catholicisme. La croix évoque évidemment le sacrifice rédempteur de Jésus, et le martinet a longtemps été un instrument avec lequel certains croyants se flagellaient, à la fois pour faire acte de rédemption, mais aussi faire acte de mortification, donc contrôler ses désirs, ses pulsions. Deuxième plan, elle traverse le salon et elle passe entre une pomme croquée et une statue de la Vierge, donc les deux figures féminines tutélaires du catholicisme, celle qui a provoqué la chute de l'humanité en suivant son désir, et celle qui a sauvé l'humanité, la femme pure, à la fois la mère et la Vierge. Et là, Rosalía ouvre ses rideaux et un orchestre apparaît. Alors cet orchestre, c'est une des seules choses qu'elle a explicité. Il représente ses pensées intrusives. À l'intérieur d'elle-même, c'est un opéra baroque en allemand qui représente l'intensité de son désespoir, de sa culpabilité, qui continue à jouer alors qu'elle effectue les tâches du quotidien. Et même ces tâches ne sont absolument pas anodines, puisqu'il s'agit uniquement de nettoyage, de purification. Elle est habillée en blanc, puis elle sort de chez elle pour aller faire réparer son cœur, d'abord chez un bijoutier, puis chez un médecin. Là, chez le médecin, sa position m'a évoqué toutes les représentations de la Madeleine pénitente, donc cette prostituée qui demande le pardon à Dieu, mais aussi les représentations des autres saints qui font ce signe en signe d'humilité et d'acceptation du message divin, de la mission que Dieu leur a confiée. Bon, ni le bijoutier ni le docteur ne peuvent soigner son cœur brisé, et à ce moment-là, elle rentre chez elle, et chez elle, c'est devenu un paysage de contes, spécifiquement le conte de Blanche-Neige, version Disney, mais revisitée avec toute la noirceur du conte original. Et là, on a Björk sous la forme d'un rossignol qui apparaît pour chanter à Rosalía que, à ce stade, elle ne sera sauvée que par une intervention divine. Le conte se transforme en cauchemar, Rosalía se retourne dans son lit, et au matin, elle est enfin délivrée, elle s'échappe de son lit sous la forme d'une colombe qui représente parfois l'âme qui s'échappe du corps après la mort. Ceci dit, cette colombe n'est pas blanche, donc elle n'a pas cette symbolique de pureté qui lui est d'habitude associée. Il y a encore des dizaines d'éléments dont je voudrais vous parler, la symbolique des couleurs, le Sacré-Cœur, le sucre qu'ils font dans le café. Vous me direz en commentaire les symboles dont je n'ai pas parlé qui vous semblent essentiels pour comprendre les multiples messages de cette œuvre. Mais cette vidéo, elle incarne pour moi réellement tout ce qui fait une bonne œuvre d'art. D'abord, certes, Rosalía nous met face à une œuvre qui est immédiatement saisissable, immédiatement grandiose, qui est une véritable claque, mais la rencontre avec l'œuvre, elle ne s'arrête absolument pas à cette claque esthétique initiale, puisque Rosalía l'a dit dans Popcast, un podcast du New York Times, elle s'inscrit absolument contre la culture de la satisfaction immédiate, de la dopamine. Non, elle veut qu'on passe du temps sur son œuvre, qu'on fasse des recherches pour en comprendre toutes les nuances, toute la complexité, toute la beauté. Et je trouve que cette exigence dont elle fait preuve vis-à-vis de son audience, c'est une grande marque de respect. Elle nous prend absolument pas pour des cons, elle nous croit absolument capables de comprendre tout ce qu'elle a voulu nous dire, et c'est aussi un cadeau, parce qu'en fait, pour tout comprendre, il faut ouvrir énormément de portes sur des pans entiers de la culture qui sont habituellement cloisonnés,
dont on a besoin de commencer l'exploration et peut-être de continuer à tout jamais l'exploration pour pouvoir saisir l'ensemble de son opéra, de son œuvre. C'est aussi, et ça aussi c'est ce qui fait une grande œuvre, c'est aussi une œuvre qui fait des ponts entre les humains, puisque c'est une œuvre qui demande de collaborer entre nous vers ce travail d'interprétation collective. Donc en fait, depuis la sortie de ce clip, les vidéos sur TikTok, les feeds Reddit regorgent de spécialistes totalement différents qui viennent avec leur savoir, qui partagent leur savoir. Donc on a des musiciens classiques, des spécialistes du baroque qui nous expliquent les différents mouvements. On a des catholiques qui viennent livrer leurs connaissances sur l'iconographie religieuse. On a des spécialistes de conte allemand qui viennent parler de la symbolique de Blanche-Neige. On a des spécialistes de psychologie qui viennent justement livrer leur interprétation des contes, mais aussi de ce que ça veut dire d'explorer l'intérieur d'une personne, donc d'explorer son intériorité, son inconscient, qui nous expliquent ce qu'est un objet transitionnel, etc., etc., etc. Bref, c'est une merveille d'échange, un trésor d'histoire à découvrir. Et cette façon de raconter une histoire où on entend plusieurs voix, plusieurs cultures, plusieurs points de vue, c'est une démarche féministe. Là encore, dans Popcast, le podcast du New York Times, Rosalia explique aux deux intervieweurs perplexe qu'elle est très inspirée par Ursula Le Guin, qui est l'autrice d'un livre extrêmement important pour quiconque veut raconter une histoire d'un point de vue féministe, collectif, changer la narration traditionnelle et donc changer les imaginaires, changer la façon de voir le monde. Ursula Le Guin, dans la théorie de la fiction panier, explique que la narration traditionnelle, c'est une narration linéaire qui concerne un individu, un héros masculin qui, schématiquement, part de chez lui pour accomplir une quête, une mission, qui est généralement tuer un mammouth, un ennemi, une nation ennemie. Ursula Le Guin, elle préfère l'idée de fiction panier, d'histoire collective, donc de la fiction comme un panier dans lequel on peut mettre énormément d'histoires ou de fragments d'histoires de personnes différentes, de points de vue différents, faire un récit en fait collectif plutôt qu'individuel. Et Rosalia met dans son panier fiction énormément d'histoires, effectivement, et principalement des histoires de femmes créatrices qui ont été effacées de l'histoire ou maltraitées par l'histoire. La première que j'ai spotée, c'est La Dame à l'hermine. C'est donc un tableau de Léonard de Vinci, et sur internet j'ai surtout vu des interprétations qui portent sur la symbolique de l'hermine, qui est à la fois un symbole de pureté, mais qui dans ce contexte est un peu ambigu, parce que l'hermine c'était aussi l'emblème de l'amant de cette femme, le duc Ludovico Sforza, qui a brisé le cœur de cette dame à l'hermine quand il l'a rejetée. Mais cette femme, elle ne se résume pas à son histoire avec un homme. Elle s'appelait Cecilia Gallerani. Elle a dédié sa vie au savoir. C'était une poète, une musicienne, une chanteuse, donc une figure tutélaire parfaite pour Rosalia. Et elle cite encore bien d'autres femmes qui l'ont inspirée spécifiquement pour Berghain, dont notamment Hildegard de Bingen, qu'elle a étudiée et qui est la raison pour laquelle elle chante en allemand dans cette chanson. Donc Hildegard de Bingen, c'était une moniale, une nonne qui a créé et développé des monastères, qui était aussi une poète mystique, qui avait des visions, qui était aussi apparemment une extraordinaire compositrice. Moi, je la connaissais surtout comme artiste et écrivaine. Bref, une intellectuelle et artiste exceptionnelle du XIIe siècle qui a complètement été oubliée, effacée de l'histoire. Bref, plonger dans ce morceau, et alors dans tout l'album, ça veut dire plonger dans un trésor de figures féminines extraordinaires à découvrir, à redécouvrir. J'ai très hâte de la sortie de cet album, mais j'ai très hâte aussi d'avoir déjà toutes vos interprétations de l'histoire du message de ce clip, parce qu'il y a des choses très différentes en ligne. Et puis aussi, alors si vous avez des réponses à quelques éléments qui restent très mystérieux pour moi, éclairez-moi. Par exemple, pourquoi est-ce qu'elle a filmé à Varsovie, et comment est-ce que vous interprétez les paroles que répète Yves Tumor, donc I will fuck you till you love me. Et puis aussi, dites-moi, parce que moi ça m'a fait réfléchir, dites-moi si cette théorie de la fiction panier vous fait réfléchir à la démarche de Rosalia, parce qu'elle nous donne donc ici une clé d'une démarche féministe, mais cette démarche de rassembler différentes histoires, différentes cultures dans un même panier, ça a plutôt été interprété par pas mal de ses détracteurs comme une forme d'appropriation de culture à laquelle elle n'appartient absolument pas et dont elle se sert
pour sa propre gloire. Donc on a vraiment une tension entre la démarche féministe et l'image de l'artiste monstre qui colonise l'art des autres, qui le dévore, qui le fait sien. Bref, j'ai hâte de lire vos commentaires pour nourrir encore mon obsession.